Cette présentation a pour but de vous montrer le contenu de la trajectoire concernant les mutilations génitales féminines dans les initiatives locales d'accueil que j'appellerai plus tard les ILA. Donc pourquoi faire une trajectoire spécifique pour les mutilations génitales féminines dans les ILA et dans le secteur de l'accueil, puisqu'on a des directives européennes et aussi le texte belge de la loi de l'accueil qui nous rappellent nos obligations en Belgique par rapport aux demandeuses d'asile victimes de violences. Or, les mutilations génitales féminines et les violences sexuelles représentent un groupe vulnérable où on va devoir avoir une identification, un accompagnement spécifique pour ces femmes. Donc, ceci est rappelé dans les directives européennes de l'accueil et de l'asile, mais aussi au niveau de la Convention d'Istanbul, où en fait les États européens qui ont ratifié la Convention d'Istanbul, comme la Belgique, doivent en fait se munir de services d'accueil sensibles au genre et proposer un accompagnement adéquat. La loi belge sur l'accueil du 12 janvier 2007 rappelle aussi que les mutilations génitales féminines appartiennent à un groupe vulnérable et donc il va falloir prévoir un lieu d'accueil adapté et un accompagnement psychomédico-social et juridique adapté. D'où viennent ces femmes excisées ou à risque d'excision? Elles viennent d'un peu partout dans le monde. On voit sur la carte que même si c'est l'Afrique subsaharienne qui est la zone la plus concernée, l'Asie avec l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde est aussi concernée, ainsi que le Moyen-Orient. Et on voit sur la carte que l'Irak est coloré parce qu'au nord de l'Irak, on a toute la communauté kurde, c'est moins connu, qui est concernée. La dernière étude de prévalence en Belgique a permis de nous donner les chiffres de la situation des femmes excisées et à risque sur le territoire. Et si on met le focus dans le réseau d'accueil, on s'aperçoit qu'au 31 décembre 2016, on avait 1155 filles et femmes concernées qui vivaient dans le réseau d'accueil. Et les 5 pays les plus concernés sont la Somalie, la Guinée, l'Irak, l'Érythrée et Djibouti, qui résident en fait dans le réseau d'accueil. Et en particulier, 3 pays, la Somalie, l'Érythrée et Djibouti, sont concernés par le type 3. Le type 3, c'est l'infibulation, c'est une forme sévère de mutilation génitale qui va nécessiter des soins médicaux spécifiques. D'où l'importance de ces trajectoires pour pouvoir adresser au bon moment les femmes en fonction des problématiques. Alors, dans quel cadre s'est faite cette trajectoire? Elle s'est faite dans le cadre d'un projet européen, le projet Famille, Asile et Migration, le projet FGM Global Approach, qui a été mené en 2016 et 2017 en Belgique par les 2 associations GAMS et Intact. Et ce projet visait justement à créer cette trajectoire et à la mettre en œuvre dans le réseau d'accueil, dont les ILA. La production de ce document a été faite de manière participative avec des gens du terrain, à la fois des assistants sociaux, infirmières du terrain et aussi des gens du siège de la coordination, de FEDASIL, de Croix-Rouge et des partenaires. Quels sont les objectifs de cette trajectoire? C'est de déterminer un trajet, un parcours à partir du moment où la femme entre dans le réseau d'accueil, et ici pour une ILA, dans ce cas précis, et qu'est-ce qu'on peut proposer, comment on peut identifier les vulnérabilités ou accompagner au mieux les femmes victimes ou à risque de mutilation génitale. C'est aussi voir, cette trajectoire avait pour but, on va en présenter quelques-uns, des outils, quels outils on peut donner aux travailleurs, travailleuses des ILA pour les aider dans leur identification ou accompagnement, et aussi comment stimuler la prévention. On a d'un côté des mères qui vont être excisées et certaines de leurs filles, de leurs petites filles qui sont intactes. Comment on peut préparer ces mères à protéger leurs petites filles, même pour les mères qui n'ont pas demandé l'asile sur base des mutilations génitales féminines, mais qui sont concernées par la problématique. On a dû se poser des questions centrales pour créer cette trajectoire. Quelles sont les étapes à parcourir? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau médical, au niveau social, au niveau psychologique, au niveau juridique? On voit que c'est une problématique qui touche vraiment tous les secteurs.
Qui est responsable de quoi? Comment on va se coordonner? Comment on va centraliser les informations, surtout au niveau des ILA, où en fait on doit souvent faire appel à des intervenants extérieurs, contrairement à un centre collectif où on a déjà beaucoup de professionnels qui travaillent à l'intérieur au niveau médical, social ou parfois psy. Au niveau des ILA, on doit faire appel au secteur extérieur et donc comment on va bien se coordonner. Et puis, quel message de prévention on peut donner, surtout à la sortie des ILA avec les services extérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par identifier? Identifier, c'est le processus qui vise à repérer une personne qui a subi une mutilation génitale féminine ou qui court le risque d'être soumise à la pratique. Donc, qui on veut identifier? On veut identifier des filles ou des femmes originaires d'un pays qui pratique les mutilations génitales féminines, qui est à risque ou qui est déjà excisé. Quel est le meilleur moment ou quand doit se faire cette identification? Idéalement, cette identification doit se faire dans les 30 jours de la désignation d'un lieu d'accueil, même si ça ne se fait pas lors du premier entretien. Ça peut se faire plus tard quand la femme ou les jeunes filles se sentent en confiance. Dans le cas des ILA, il y a deux situations possibles. Soit la personne a été transférée d'un centre collectif de demandeurs d'asile où l'identification a déjà été faite. Quand l'identification a déjà été faite, l'assistant social ou l'assistante sociale a ouvert une checklist où elle va déjà mettre pas mal de renseignements, le fait si la femme est excisée, la petite fille à risque, et peut-être déjà qu'elle aura commencé l'accompagnement avec des rendez-vous médicaux ou juridiques ou psychologiques. Donc on va déjà avoir une checklist qui va être ouverte. Ou alors, le deuxième cas de figure, c'est que la famille ou la femme ou les enfants sont déjà transférés directement chez vous dans une ILA. Donc cette fois-ci, la checklist n'a pas été ouverte et c'est à vous d'ouvrir la checklist et d'identifier les personnes à risque ou déjà excisées. Donc soit la femme est transférée d'un centre collectif et vous demandez au service social de vous transférer la fiche et vous continuez le travail, soit ça n'a pas été fait et c'est à vous de démarrer à zéro. Il peut arriver que des femmes venant d'un centre collectif se présentent sans la feuille et vous devez alors rappeler le centre pour leur dire de la renvoyer, parce que ça va vous faire gagner du temps. Donc si l'identification n'a pas été faite avant l'arrivée dans l'ILA, c'est à vous de le faire. Donc comment le faire? Il faut être proactif. Une femme ne va jamais parler spontanément qu'elle a été excisée ou très rarement. Ce n'est pas évident quand ça fait quelques jours qu'on est en Belgique de penser qu'on va devoir déballer toute son intimité, parler de son excision, de sa sexualité au travailleur social. Et donc c'est à vous, via des questions ouvertes, de libérer la parole par rapport à son vécu. Donc vous pouvez parler de sa trajectoire de vie, vous pouvez reprendre la carte, ça c'est un très très bon outil, objectif de repartir de la carte. Une dame guinéenne, djiboutienne, malienne qui vient d'un pays à forte prévalence, vous pouvez dire, voilà, vous venez d'un pays où je sais que l'excision se pratique, ou alors vous pouvez utiliser le mot, une tradition se pratique chez les petites filles où on coupe en bas au niveau du sexe. Il y a différentes formules que vous pouvez utiliser et vous demandez, est-ce que vous êtes concerné par la pratique? Est-ce que ça se fait dans votre communauté? Elle va vous dire non, moi ça ne me concerne pas, oui je l'ai été, je ne l'ai pas été, ou je l'ai été mais pas mes filles. Et c'est important de voir quel est le statut d'excision dans la famille. On peut avoir une fratrie où la fille aînée est excisée et pas les deux autres petites filles. Donc tout ça, vous ouvrez alors la fiche et vous pouvez noter le statut de la maman, le statut de la petite fille. C'est important lors des premiers entretiens de le faire avec une traductrice qui a été formée. Parfois, on prend quelqu'un de la famille et ça, ce n'est pas recommandé parce que la femme peut ne pas être à l'aise avec quelqu'un de la famille, en particulier si c'est le mari et que le mari peut être des fois auteur de violence au sein du couple.
Donc c'est toujours mieux de voir la femme seule à un moment donné, même si à un moment vous voyez le couple à deux, il faut demander à un certain moment au mari de sortir pour voir la femme seule, surtout pour aborder tout ce qui est la question des violences. Parce que parfois, voilà, elle n'osera pas dire devant son mari qu'elle a été victime de violences, surtout si c'est lui l'auteur. Et puis, au niveau de la traduction, on a parfois des traducteurs qui sont en fait contre le fait d'être désinfibulés, qui sont pour la pratique de l'excision, ils vont mal traduire. Donc, c'est pour ça que le GAMS a formé des relais communautaires qui peuvent avoir une traduction plus objective. La checklist comporte une deuxième section qui est la section accompagnement. Soit cette section elle a déjà été ouverte, entamée par vos collègues des centres collectifs, donc alors vous continuez. Soit c'est vous qui démarrez la fiche et donc c'est à vous de prendre les différents rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut prévoir? On peut prévoir en fait un suivi individuel au niveau médical, psychologique, au niveau du GAMS. On va passer ça en revue. Ce qui est important, c'est que c'est la femme qui est au centre de son trajet de soins, sa trajectoire d'asile. Et c'est important que c'est elle qui a son mot à dire, qui décide. On ne peut jamais forcer quelqu'un à être examiné. Donc vous lui expliquer ce qui est une trajectoire, ce qu'on a prévu voilà, dans ce cas-là, et elle peut vous dire oui, je suis prête maintenant, je suis prête à faire le rendez-vous chez le médecin, ou alors laissez-moi respirer un peu, j'attends. Elle peut appréhender, mais il faut toujours laisser sa porte ouverte, et la femme pourra revenir dans 1 mois, dans 2 mois vous voir parce qu'elle sera prête pour l'examen. Donc, quel type d'accompagnement on propose? La première section de l'accompagnement, c'est la sensibilisation, le message de prévention autour de l'excision. Le mieux, c'est si vous pouvez adresser la dame à une permanence du GAMS, ou alors elle pourra avoir un premier accueil individuel, ou alors grâce au relais communautaire du GAMS, aux animatrices, elles vont être mises en confiance et elles pourront se parler parler des problèmes qu'elles ont elles-mêmes, des risques pour leur enfant. Et il y a beaucoup d'activités qui peuvent être proposées, d'ateliers, de groupes pour les femmes, pour les enfants, pour les bébés, pour les femmes enceintes. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site du GAMS pour voir tout ce qui peut être proposé, parce que c'est évident que vous pouvez pas vous répondre à toutes leurs questions, mais il y a des lieux, des associations qui existent pour ça. Quels sont les 3 messages clés à faire passer au niveau de la sensibilisation? Le premier, c'est qu'on fait passer via les premiers accueils, c'est que l'excision, les mutilations génitales ont des conséquences néfastes pour la santé, que l'excision est punie par la loi belge, c'est l'article 409 du Code pénal, et que l'excision, les mutilations génitales sont une violence basée sur le genre, qui est une crainte fondée pour demander la protection internationale ici en Belgique, soit pour elles-mêmes parce qu'elles souffrent de conséquences de l'excision, soit pour leurs filles intactes qui ont besoin d'être protégées. Au niveau de l'aide psychomédico-sociale, donc quand on est dans une ILA, là encore, il faut voir qu'est-ce qui a été déjà programmé pour éviter les doublons, éviter qu'on prenne rendez-vous avec une nouvelle psychologue alors que la femme a déjà commencé 2 séances avec une première psychologue. Donc ça aide vraiment. C'est vraiment le tableau de bord qui permet de voir qu'est-ce qui a déjà été fait. Par expérience, j'ai vu beaucoup de rendez-vous ratés au moment de transfert entre une structure d'accueil et une ILA parce que cette fiche-là n'existait pas avant. Et il y a des rendez-vous pris par le centre collectif dont l'ILA n'était pas au courant ou a été mis au courant trop tard, ou la dame n'a pas été mise au courant elle-même et elle a raté ses rendez-vous, et ce qui est toujours dommage. Au niveau des certificats médicaux, donc ils peuvent être faits vers des médecins formés de référence. Vous trouverez la liste au CGRA où il y a une liste de médecins formés. Il y a aussi des centres multidisciplinaires spécialisés sur la question des mutilations génitales, comme le centre C'est ma vie à Bruxelles ou la Vrouwen Clinic à Gand. Et ce sont des centres où vous pouvez référer quand il y a une complication de type un kyste, un problème d'infibulation très très serré,
une femme enceinte où on se demande si l'excision va empêcher l'accouchement en voie basse. Donc voilà, tous ces cas de figure peuvent faire l'objet d'une référence vers un centre spécialisé. Au niveau de l'accompagnement psy, c'est important aussi, si vous repérez des signes de trauma, que cette femme puisse être accompagnée et de vérifier auprès du professionnel, du ou de la psychologue, qu'elle accepte bien de faire des attestations. Parce qu'à un certain moment, peut-être que cette attestation psy sera utile pour son dossier de protection internationale et ce serait dommage de commencer un accompagnement et de s'apercevoir après 6-9 mois de suivi psy que finalement le professionnel ne veut pas faire de rapport d'expertise. Au niveau de l'accompagnement juridique, c'est important aussi d'expliquer aux femmes que le fait qu'elles aient subi une mutilation génitale féminine ou que leur petite fille est à risque est une crainte pour demander l'asile ici en Belgique, la protection internationale, et certaines ne réalisent pas avant d'être arrivées en Belgique que c'est une violence basée sur le genre. C'est important aussi de fournir les certificats médicaux et psychologiques à l'avocat pour qu'il puisse le mettre en annexe à la demande d'asile et que la personne soit aussi préparée à son entretien, à son audition au CGRA, parce que certaines femmes vont être surprises à l'audition, qu'on peut leur poser des questions sur leur excision, les modalités, à quel âge, et si elles n'ont pas été préparées, elles peuvent se demander pourquoi on leur pose des questions aussi précises, alors que c'est important pour évaluer leur motif d'asile. À la sortie de l'ILA, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir s'assurer que la femme reparte avec toutes les coordonnées importantes pour son suivi psychomédico-social. Donc là encore, la checklist est vraiment précieuse. Il faudra aussi rappeler à la maman que si elle a des filles intactes qui ont obtenu l'asile sur base du risque de mutilation génitale féminine, tous les ans, elle devra présenter ses filles à un médecin parmi la liste des médecins de confiance pour s'assurer que leurs petites filles sont intactes, puisque c'était le motif pour elles de demander la protection internationale. Que la loi belge interdit bien évidemment l'excision sur son sol, mais également à l'étranger, parce qu'on a le principe d'extraterritorialité. Donc c'est important de dire que même si l'excision a eu lieu pendant les vacances dans le pays d'origine, on peut être passible de poursuites. Et aussi, quand il y a des enfants, de prévenir les services de l'ONE, les services de promotion de la santé à l'école, en disant voilà, c'est une famille où il y a un risque d'excision et c'est bien de continuer à donner des messages de prévention aux parents lors des consultations. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette trajectoire, de sa mise en œuvre? Eh bien, on espère qu'une meilleure harmonisation de la prise en charge, de l'accompagnement de ces filles et de ces femmes victimes de mutilations génitales féminines au sein des ILA, au sein du réseau d'accueil, pour que tout le monde soit face aux mêmes chances, que quelle que soit la structure d'accueil, si on rentre dans un centre collectif, une ILA, qu'on bénéficie de la même qualité d'accompagnement. Voici, ceci est une présentation de quelques minutes. Pour aller plus loin, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme en ligne e-learning. C'est une plateforme gratuite européenne en 9 langues différentes et grâce à ça, vous pourrez améliorer vos connaissances à la fois au niveau de la santé, du niveau social, approche communautaire, juridique. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire et à votre rythme à parfaire vos connaissances. Merci.